Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro, est avec nous sur Europe 1 pour son livre La Révolution inachevée chez Robert Laffont. Guillaume Tabar, il y a cette question aussi à travers le fameux « en même temps » qui fait office. Alors, je ne sais pas si on peut parler de doctrine politique, mais plutôt, pour certains, c'est plutôt une forme d'opportunisme. Croit-il Emmanuel Macron à ce qu'il dit? A-t-il des convictions affirmées? Parce qu'effectivement, on voit sur le plan économique, il est jugé crédible. Sur le régalien, en échec. Sur le sociétal, il y a des gages qui ont été donnés à l'aile gauche, sans qu'il y ait forcément des convictions très fortes derrière de la part du chef de l'État. Sa force réside-t-elle justement dans cette absence de lisibilité d'une ligne claire? Oui, je pense malgré tout que cette ligne, elle se dégage au fil du temps. Alors, un peu sur une voie moyenne. Vous parliez au départ reconnaissance ou crédit qui lui est fait en matière économique et échec, y compris dans ses revirements. Hein. Voilà. Je pense qu'il a évolué. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a eu la crise du Covid où on est passé donc du libéralisme au quoi qu'il en coûte. Bon, ça dit même les libéraux aujourd'hui saluent le quoi qu'il en coûte. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été en tout cas au bout de cette libération du travail qu'il voulait opérer au début. Il a réformé le code du travail un peu au début. Il a réformé la fiscalité un peu au début. Dans la continuité de François Hollande aussi, il faut le dire, Guillaume Tabar. Oui, par la continuité du CICE de François Hollande. Bon, sur la suppression de la part capitale de l'ISF, ça pour le coup la droite l'avait promis depuis des années sans jamais l'avait fait. Il est resté à mi-chemin au sens où il ne s'est pas attaqué à la partie immobilière de l'IFI, qui est peut-être la plus injuste, que des gens se retrouvent sans l'avoir voulu, du simple fait du renchérissement du prix du mètre carré assujetti à l'ISF. On devient millionnaire sans avoir de capital, sans avoir finalement d'argent. Donc là, bon, et donc il est resté à mi-chemin. Sur le plan du régalien, je pense qu'il y a eu une vraie évolution qui est sincère au sens où son travail et sa vie de président lui a fait toucher du doigt la réalité. En clair, lorsqu'il était candidat, lorsqu'il était ministre de l'économie, il pensait que les questions identitaires, de communautarisme, de montée de l'islam, n'étaient que... se régler par l'économie. Voilà, n'étaient qu'un épiphénomène social. En gros, il disait, donnez du travail aux gens et vous verrez, tout ira bien et ils ne vont pas aller dans le communautarisme. Ça, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience en cours de son quinquennat, d'où le fameux discours des Mureaux, d'où sa réaction après l'assassinat de Samuel Paty ou après l'assassinat dans la cathédrale de Nice. Alors, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu la prise de conscience dans les mots, il y a eu des discours, le discours des Mureaux est je pense, un beau discours. Est-ce que dans les actes, ça a suivi? Oui. Est-ce que la loi sur le séparatisme est à la hauteur du défi? Ça, c'est un autre débat. Sur les questions sociétales, on le sent plus partagé. Il avait inscrit la PMA dans son programme. C'est un gage qu'il a donné, on va dire, à son aile gauche. Lui-même n'y était pas hostile. On sait aujourd'hui qu'il a plus de prudence. Il est clairement, et c'est tout à son honneur, compte tenu des pressions internes à sa majorité, hostile à faire évoluer l'évolution sur l'extension du délai d'IVG. Ce qu'ils appellent pudiquement la fin de vie, mais qui est en fait la reconnaissance du suicide assisté, de l'euthanasie. Ça, il ne veut pas y toucher. Et sur l'allongement du durée pour un avortement, que le Parlement essaye de porter à 14 semaines maintenant. Lui aussi, il se dit hostile. Alors, il se dit hostile, c'est une chose, mais en même temps, il laisse faire sa majorité. Et vous voyez, c'est en même temps qu'il conduit finalement à ne pas trancher et peut-être du coup à mécontenter des deux côtés. Guillaume Tabar, alors Emmanuel Macron, c'est très drôle de voir qu'à droite on considère qu'il est de gauche et qu'à gauche on considère qu'il est de droite. Mais c'est là aussi toute la force. Est-ce que vous faites un parallèle aujourd'hui dans les trajectoires, alors peut-être pas forcément dans l'exécution, mais en tout cas dans la manière d'arriver dans la vie politique, entre ce qu'a été Emmanuel Macron en 2016-2017 et ce qu'est aujourd'hui Éric Zemmour? Est-ce qu'Éric Zemmour singe la méthode Macron pour s'imposer comme le grand disrupteur de la vie politique française? Alors sur le fond, les deux hommes sont évidemment totalement différents et même ils sont en parfaite opposition l'un à l'autre dans leur vision. Mais l'un et l'autre partagent cette envie de recomposer la droite. Dans la méthode, il y a un peu de ça au sens où l'un comme l'autre se pose en étant, vous voyez, moi je ne suis pas du système. Macron a tenu ce discours en 2016 en disant, vous voyez, moi je ne suis pas nouveau, j'étais pas en politique, j'ai pas le cursus de tous les autres. Ou plutôt c'est je viens du système, je le connais et je sais ce qu'il faut changer. Ce qu'a tenté Michel Barnier aussi d'une certaine manière. Il vient d'un système, mais quand même, il jouait la nouveauté. Il disait qu'ils sont tous dans le paysage depuis 10, 20, 30 ans avec une histoire qui les précède et qui les dépasse. Moi je suis vierge de cette histoire. On a souvent parlé de populisme light pour Emmanuel Macron. C'est vrai qu'en gros, il disait, allez, tous les autres, ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils étaient prisonniers de leur vieux clivage gauche-droite, etc. Moi qui suis libre de tout ça, moi qui ne suis pas comme eux,
je vais vous montrer qu'on fait la différence. À la réalité, comme tout président, il a été soumis aux aléas de la vie courante, aux pesanteurs du pays, aux limites de l'action, au couac inévitable dans un gouvernement. Donc de ce point de vue-là, le nouveau monde n'est qu'une reconduction de l'ancien monde. Éric Zemmour aussi se pose dans ce côté disruptif, dans son origine politique en tout cas. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron avait quand même pour lui tout l'appareil de l'État. Lorsqu'il s'est installé à l'Élysée, il n'y a pas eu de rupture par rapport à ceux qui faisaient tourner et l'État et l'économie. Ce ne serait pas le cas, évidemment, dans le cas d'Éric Zemmour. Alors, vous êtes un chroniqueur journalier de la vie politique française à travers le Figaro. D'ailleurs, en fait, ce livre est la synthèse de ces 4 ans de chronique que vous avez tenu pour votre journal. Vous avez évidemment vu ce qui s'est passé hier avec l'affiche de ce second tour de la primaire de LR, cette droite qu'on disait à terre, qu'on disait à genoux, et que l'on sent finalement plus vigoureuse qu'on ne l'attendait. Comment vous regardez cette affiche de second tour ? Je ne peux pas m'empêcher de croire que le résultat de demain est absolument crucial pour l'avenir de la droite et que peut-être sa recomposition finale est en jeu à travers cela. Oui, déjà, le résultat est quand même une surprise pour tous ceux qui n'avaient pas changé leurs lunettes pour regarder la droite. Pour tous ceux qui croyaient encore qu'il fallait regarder les sondages pour savoir qui allait gagner. Xavier Bertrand a payé cruellement le prix d'avoir eu finalement comme principal argument, regardez-moi, je suis le mieux passé dans les sondages. Je reformule, est-ce qu'Éric Ciotti peut gagner ? Je ne pense pas qu'il gagnera la primaire de demain, et pas uniquement parce que tous les autres candidats soutiennent Valérie Pécresse. Je pense qu'il n'y a pas de report de voix mécanique et absolu. Donc, si on fait le total des voix, ça devrait être 75-25 samedi. Ce sera évidemment pas le cas. Il y aura un rééquilibrage. Je ne crois pas qu'Éric Ciotti puisse gagner, mais quand même, si on prend les 5 candidats, je pense que Valérie Pécresse et Éric Ciotti étaient les deux qui, au moins dans le discours et dans la posture, se situaient le plus clairement à droite par rapport à Michel Barnier, Xavier Bertrand et a fortiori Philippe Juvin qui lui voulait encore embaucher des fonctionnaires. Donc c'est ce discours d'une droite plus assumée qui a été vainqueur. Je pense que ça correspond véritablement à l'attente de droite. Et on dit souvent, attention, les militants sont plus radicaux que l'ensemble des électeurs. C'est pas forcément vrai. Souvenez-vous, en 2016 aussi, on disait que plus la primaire serait ouverte et plus ça ferait le jeu de Juppé. On a vu que c'était au contraire François Fillon avec un positionnement d'une droite plus assumée qui avait largement dominé cette primaire très ouverte. Donc je pense qu'il y a une attente de discours. Et il faut quand même pas oublier aussi que les électeurs aujourd'hui de droite, une grande partie sont partis chez Éric Zemmour, certains sont déjà chez Marine Le Pen, il y en a d'autres bien sûr chez Macron, et que si le vainqueur ou la gagnante demain veut aussi regagner un écart de droite, il faudra aussi récupérer des électeurs qui aujourd'hui sont séduits par Éric Zemmour. Il faut lire La Révolution inachevée pour comprendre en quoi Emmanuel Macron a réussi mais aussi échoué sur certains points. C'est le livre de Guillaume Tabar chez Robert Laffont. Merci Guillaume Tabar d'être venu nous voir.